Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide 1 personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Hip-Hop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour 2 heures de bombes sonores. Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous pour discuter immigration, paranoïa sécuritaire et racisme, des actualités locales et internationales, des capsules humoristiques et des coups de gueule, des invités, des reportages, des grands dossiers, un agenda antiraciste et même une minute coloniale. Les apatrides anonymes sur choc.ca, c'est votre antidote contre les discours populistes et la montée de la droite identitaire. What a day, et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de... Ben oui, je l'ai sucé le chien. Ah oui, au prix que t'as fait. Ben oui. 10 piastres, c'est 10 piastres. Ben oui. Là, on est en onde. On est en onde? On est en onde. Oh, c'est... Viande à chien. Et viande à chien. Ça reste entre nous quand même. Là, Ben oui. Décidérez, joyeux Noël, 50 000 épisodes. On est très contents. Écoutez, podcast. Écoutez-nous parler. Tout le monde a un podcast. Tout le monde a un podcast. Moi, j'ai 2 podcasts. Bientôt, la vie, ça va être un podcast. On va tous avoir un micro puis on va tous être en train de s'écouter. Est-ce que la vie est un podcast? En quelque sorte. Je pense qu'on vit dans une simulation où tout est un podcast. Tout est un podcast, effectivement. On est très contents. On est avec nous. Philippe Gingras, ça va? Allô! T'as l'air de chercher quelque chose. Je cherchais un volume pour mes oreilles, mais... ça c'est trop fort. C'est trop fort. Je te le baisse. Non, mais ça va bien. Non, c'est vraiment trop fort, mec. Des petites oreilles, Louis-Philippe. Des petites oreilles, oui, mais non, ça blasse dans mes oreilles. Comment se portent tes oreilles, Louis-Philippe? Ça va bien. Oui, c'est super. T'es satisfait, mon chum? Très content. On est privilégiés. Oui, je suis content. Ben oui. On a commencé ça en scrapant la couffaine. C'est ça. On a brisé les musiciens. Ben au moins, le moment où tu te pètes la couffaine est enregistré pour la postérité. Les prochaines questions, tu peux me les faire en langage signé. Absolument. Le premier podcast en langage des signes. Ça serait malade. Ça s'écoute bien. On a avec nous aussi Mathieu Niquette. Comment il va? Ça va bien, puis j'ai encore des anecdotes avec les écureuils.
OK. Tu sais, les écureuils de Schlaga sont on reste pas loin, là. Moi, j'en avais 2 violents devant chez nous. Ben, c'est ça, bon, tu comprends de quoi je parle, parce que là, j'ai l'impression tout le temps d'être un peu extraterrestre là-dedans, mais les écureuils sont violents, ils ont bouffé mon couvert de compost. Ils ont fait un trou, là, tu sais, gros comme ma tête dans l'affaire de compost. Après ça, il y en a un qui m'a attaqué dans le visage, mais tu sais, il y avait une fenêtre, là, puis il s'en allait me sauter dans la face. Ouais, pour vrai. Puis là, aujourd'hui, je suis revenu chez nous ce matin, puis il y avait un vélo sur ma galerie, et là, le siège de vélo est à moitié mangé. Ouais, puis il y avait un écureuil dessus. Puis qu'est-ce que tu veux dire? T'es revenu chez toi ce matin? T'étais où hier? J'étais à Valleyfield. OK. D'accord. La ville de Valleyfield. OK, ça concorde. Pourquoi? Je comprends, mettons, qu'ils mangent un bac à compost parce que il y a de l'objectif. Il y a de la bouffe dedans, mais là, un siège de vélo. Ça me dépasse complètement, là, tu sais. J'ai eu l'anecdote avec la pizza, j'ai vu un écureuil plié. Quelqu'un qui avait des bobettes comestibles. Avez-vous déjà mangé ça, des bobettes mangeables? Ouais, ben, ça existe encore, je pense. Ça existe ça. Il me semble que c'est comme plus. On en parle plus. On dirait que c'est des jokes de crocs de safari. Ça existe plus. Si vous travaillez dans un sex shop, peut-être nous écrire. Ouais, si vous avez, Joanie, notre ami Dr.G, on va nous écrire par rapport aux bobettes mangeables si le marché est toujours là. Peut-être. Maxime Gervais, là, comment ça va? Oui, ça va bien. Hey, je vais prendre l'occasion pour saluer tous nos amis du Saguenay puis Lac-Saint-Jean qui nous ont accueillis dans la tournée du Party des Picbois. On est allé Louis-Philippe là, pendant 4 merveilleuses journées. On s'est promené Chicoutimi, Jonquière, Alma, Dolbeau. Puis à chaque endroit où on a été accueillis, là, ça avait pas de bon sens. Fait que merci au Caveau, merci à l'Envol, merci au Café du Clocher, Sam Gingras, puis merci à Matt Lévesque, à Dolbeau, puis la gang du Coureur des Bois. C'était malade, c'était vraiment nice. Merci à notre ami le saucier Sweet 16 qui nous a hébergés. Moi, j'ai une seule question pour toi, Maxime. Est-ce que vous avez vu Daniel Dolbeck? Il est venu au show à Alma, mais il a quitté. Et est-ce qu'il avait sa casquette de cuir? Je pense pas qu'il avait sa casquette de cuir. Merci, j'ai plus de questions. Ah, ok, parce que voilà, ça a été vraiment cool. C'est tout cool, là. On s'est croisé cet été à l'Anse Saint-Jean? C'est-tu l'Anse Saint-Jean? Ouais, je faisais un show de Picbois, puis je faisais un show avec mon band le lendemain. Ouais. C'était un accueil incroyable qu'on a eu à cet endroit-là. Ouais. C'était-tu le petit bar de Christian l'Italien? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une magnifique place, ça. C'est comme une ancienne pourvoirie de gens très très riches américains qui allaient pêcher là, puis on fait un bar avec ça. C'est super chaleureux comme endroit. Ouais, c'est génial. Ah non, je renchère ce que Maxime dit, là. C'était vraiment un beau périple, là. Je m'en remets à peine, là. Mais c'était merveilleux, là. On a bien mangé, on a vu Joël Martel, c'était incroyable. C'était le fun. Merci le Saguenay. Merci. C'était une terre accueillante quand même, mais bien mouillée. On va y aller. En fait, il faut que je présente l'épisode. Je pense que je fais ça au début, mais je sais pas, on en appelle. Le début, c'est comme juste avant la moitié, tout ce qui est avant la moitié. Décidérez. Oui. J'aurais une demande spéciale pour Louis-Philippe. Oui. Allô? Peux-tu nous chanter la chanson des Schtroumpfs? Certainement. Laquelle? Il y en a plusieurs des chansons des Schtroumpfs. Je me qui veut dire la chanson thème des Schtroumpfs. Oui, ok, bon, on va la faire en duo pour moi et Maxime après la pause. Et Louis-Philippe a sa guitare d'ailleurs. J'aimerais ça que ça soit fait avec la guitare. Ok, tu cherches de trouver les charts. Ouais, on va trouver les charts. Après la pause, on vous la fait, monsieur. Vas-tu la faire pour vrai? Ouais. Je peux pas attendre tout ce temps-là, moi, là. Ben là, je pense qu'il vous offre quand même de quoi de généreux, là. Ça va être ça, là. Ben, merci beaucoup. Comment vous appelez? Le Schtroumpf farceur. Parfait, monsieur farceur. Sur Internet, là, dans la vraie vie, je m'appelle Louis-Philippe. Super. Ben, merci, Louis-Philippe. Au revoir. Alors, les Schtroumpfs tantôt. Ouais, on va faire ça. C'est très important de préciser que cet épisode-là est une présentation de Noir, le dernier show de Mike Ward. Allez voir les dates de spectacle sur mikeward.ca, patati patata. Allez le voir avant qu'il soit en prison. Ben, c'est ça. Ben, c'est une vraie pub. C'est une vraie pub pour il nous paye pour ça, puis tout, puis on le remercie. Puis Michel m'avait appelé pour me dire ça, puis il a dit... Présente ça comme tu veux, là. Je m'en calisse. Tu peux dire, allez pas voir ça. Que c'est pas bon depuis qu'il n'y a plus DJ White Russian. Tu fais ce que tu veux. Fait que c'est ça, alors. Donc, allez voir Noir de Mike Ward. Et dans cet ordre d'idée, en fait, il y a Mathieu Niquette a ramassé un extrait de la dernière fois qu'on a reçu Louis-Philippe Gingras. Et étrangement, ça concorde avec ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, on dit que le temps est circulaire, là. Tu sais, ça revient toujours, une éternelle boucle. Puis là, on en a une preuve assez frappante. J'ai découvert ça en réécoutant le dernier entrevue qu'on a fait avec Louis-Philippe, donc.
Alors là, je clique dessus. Là. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de faire ma part pour le combat Jérémy Gabriel contre Mike Ward et pour aider à faire revivre la carrière de Jérémy qui a été toute détruite par le méchant Mike Ward. J'ai mis Radio Cochonnerie en mode Jérémy Gabriel. Donc pendant une semaine, et ça c'est grâce à l'influence de mon ami Maxime Gervais. Yes, parce qu'au début, mon ami Étienne, il voulait juste faire jouer l'album une fois. Ouais, puis là il me dit non, c'est une semaine ou rien, fait que j'ai vu la lumière. Et puis là donc jusqu'au 1er octobre 16h, c'est l'album de Jérémy Gabriel qui joue en loop. Donc, je tiens Maxime Gervais et Étienne Forêt pour personnellement responsables de ce qui s'est passé cette semaine avec Mike Ward. C'est des petits gestes comme ça qui ont l'air de rien, mais qui peuvent influencer, je pense, les membres du jury tranquillement quand ils voient comment la population... C'est sûr que s'ils écoutent des CDR, supposons... Ben, tu sais, c'est ça. Moi, je pense qu'au moins le 3/4 des jurés devaient avoir écouté l'émission, fait que je pense que... Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point j'avais une plus petite voix il y a 2 ans. Ben oui, mais ça fait ça. T'as remué, je pense. Ah oui, on va le mettre une semaine. Moi, je prétends qu'on était intimidés par Louis-Philippe. C'est ça qui s'est passé. Ben là, on le l'est plus. Ben, on a vieilli, on est plus désillusionnés. Moi, j'étais full impressionné. Quand la première fois que je suis venu faire l'émission, je me disais, je m'étais mis full de pression pour être drôle, tu sais. Comme, alors, il va falloir que j'aille drôle. Puis là, je me rappelais pas que je suis capable d'être drôle. Dans la vie. Fait que, je sais pas trop, je me rappelle d'être super stressé avant de venir la première fois ici. Un de mes meilleurs amis, c'est Israël Truel-Denis. Oui. Tu le connais bien. Puis, il me confirme que t'es drôle. Il m'a dit ça. Super. Mais ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, il me semble que j'étais drôle. Ben, venez du même bout, hein. Ouais, c'est un bout de drôle. Ben, c'est ça, c'est un bout de drôle. Tout le monde là-bas fait de la poudre pis est drôle, là. C'est genre, fait c'est quand même, ben ouais. Puis on le sent dans tes paroles aussi, là. Il y a quand même beaucoup d'humour dans que je fais de la poudre ou que je fais... Non, ben, les deux. Ça dépend des tunes, mais il y a un peu des deux. Un peu des deux. Mais, puis je me demandais, est-ce que tu t'exprimes de façon aussi imagée que t'écris, tu sais, dans la vie? Est-ce que des fois. Non, là, c'est comme là, tu parles l'entrevue, là. C'est ça. Je vais mettre le thème. C'est vrai. Je vais mettre le thème invité. Invité. OK. Invité. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser. Alors, je pense que Mathieu a une question pour toi. Oui. Louis-Philippe, est-ce que tu parles de façon aussi magique que t'écris dans la vie? T'es-tu du genre à t'emporter à parler un peu de façon poétique? Complètement poétique. Ouais, c'est comme ça que tes idées deviennent ou il faut que tu t'assois pour réfléchir à ça devient naturellement? Je pense pas. Je pense que j'ai des réflexes, j'ai des drôles de réflexes de langage. Ça a l'air que des fois je prends vraiment des pauses de 2 minutes avant de répondre à une question. Je me suis fait dire ça par une amie récemment. 2 minutes, c'est long quand même. 2 minutes, dans une discussion. C'est une amie qui dit comme je suis comme habitué avec toi, genre comme je te pose une question puis genre je sais je vais avoir ma réponse à un moment donné. Mais non, les images, je sais pas, je pense en mettre de temps en temps, mais je dirais non. Louis-Philippe Gingras, tu lances un nouvel album qui s'appelle Tropical Apocalypse. C'est exact. C'est ton 3e album. Oui. C'est un album que j'ai réécouté toute ta discographie hier. T'es malade. Ben, j'ai fait ça en jouant à Assassin's Creed. Fait que c'était un bon moment. C'était vraiment un bon moment, en fait. Sur Assassin's Creed? Non, mais les deux. La combinaison des deux. Ouais. La combinaison des deux. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Ah, c'est le fun. J'adore. J'ai joué à Syndicate, celui qui se passe à Londres, là. J'ai joué ça à la bibliothèque. Je me suis rendu à genre les croisades, là. C'est quoi ton Assassin's Creed préféré? C'est le 2, je pense. Le 2 ou le 3. Ça rendu au 12. Moi, j'ai décroché avec celui qui se promène dans la forêt, là. C'est le 3, ça. Le 3, c'est ça, j'ai décroché dans celui-là. Ah non, mais c'est encore bon. C'est sûr que là, c'est la recette, là, un peu. Ouais, c'est ça. Ils refont toujours le même jeu. Mais je pense qu'on s'égare un peu. Penses-tu? Je pense à peine. Puis j'ai écouté toute la discographie hier, dont ton dernier album Tropical Apocalypse. Et j'ai senti quand même qu'il y avait un changement de ton dans le dernier album. Les premiers albums sont plus dans un folk québécois traditionnel. Je sais pas comment formuler, là. Je pense que c'était du folk qui se mélangeait avec un paquet d'affaires, qui avait du rock dedans, puis ça a tout le temps été de la chanson. Je pense que ça reste encore de la chanson dans le sens que on construit autour d'un texte, là. Ouais. Mais dessinateur de chansons comme dit Plume. Ouais, mais il y a quand même il y a une scission stylistique, on pourrait dire, avec les autres. C'est ça, là, je me promène vraiment sur des
En fait, le thème tropical m'a comme ouvert la porte à un paquet de styles. Ça, c'est une bonne question, ça, que je pourrais te poser. Tu pourrais me poser une question. Ouais, non, ça, c'est bon, ça. En fait, tu dis que tropical, ça t'a inspiré. C'est quoi la base de l'inspiration? Parce que c'est comme si je comprends bien le concept de l'album, que je suis pas sûr de l'avoir compris, mais je pense. C'est comme un post-apo, mais positif. Quand même positif. Il se passe dans les rues de Montréal. C'est dans les quartiers de Montréal, beaucoup. Et tu nommes beaucoup des lieux de Montréal. Oui. Est-ce que tu habites Montréal? Oui, j'habite Hochelaga-Maisonneuve. Ah, yeah. C'est ça. Puis on sent que c'est comme c'est post la fin du monde et les gens vivent bien avec ça ou redécouvrent leur vie. En fait, tout a parti la genèse du mot tropical puis du mot apocalypse sur mon album, partie de conversation avec ma douce amoureuse qui doit être en train de se réveiller, Catherine. Puis déjà au niveau du style, tu sais, je me cherchais un peu, je me retournais faire un autre album folk avec des tunes rock, puis une espèce de mélange là, que je fais depuis comme 6 ans. Puis elle dit, tu sais, t'as comme 2 tunes tropicales vraiment que le monde danse puis tout. Pourquoi tu fais pas un album complet de musique funny tropicale? Puis j'étais foncièrement contre le fait de faire un album au complet funny tropical parce que j'ai des affaires comme plus sérieuses à aborder des fois. Fait que à un moment donné j'ai réalisé que je pouvais faire aussi de la musique tropicale dark en fouillant dans la musique cubaine puis la musique tropicale dark ça ils sont tristes des fois eux aussi là. Ils sont beaux et pauvres, dans l'album, c'est ça qui est venu me chercher, moi, de mélanger cette espèce de côté-là très ludique de la musique latine avec de quoi d'aussi grave et biblique que la fin du monde. Tu sais, je pense sur Tropical Apocalypso. C'est là où ça se représente le mieux. Là, t'as vraiment quasiment les plaies d'Égypte. Ouais, c'est un texte Apocalypso, c'est un texte que j'ai fini avec Eric Evans dans son chalet. D'ailleurs, sur la pochette, on voit le devant du chalet Eric qui est complètement immergé par les inondations au printemps passé en Outaouais. Puis bon, c'est ça, on s'est ramassé à faire justement un texte sur les plaies d'Égypte, mais de façon sexuello fin du monde là. Ouais. Puis sexuello fin du monde. Sexuello. On a bien résumé l'album. Voilà. Ouais. Puis ouais, parce que étrangement une tune qui se ramasse dans les radios, mais c'était pas supposé vraiment en studio. À un moment donné, je me suis dit ok, on va trop loin. Il y a une couple de phrases comme Nina Nick des Nionto. Je vous invite à googler la chose, mais c'est pas propre. S'asseoir sur des ciseaux. Ouais, c'est ça, des gens qui sautent sur des ciseaux, puis étrangement, mais c'est ça, c'est comme une tune c'est la tune qui fonctionne le mieux sur l'album. C'est peut-être la plus accrocheuse. C'est la plus accrocheuse, mais on s'est quand même permis vraiment, on s'est vraiment dit un moment donné en studio, ok, cette tune-là, elle jouera jamais dans les radios. On se pète un hostie trip. J'ai ouvert un livre, j'ai lu random un bout de livre de Pedro Juan Gutiérrez, puis c'est ça, là, il y a des solos de sax complètement atonal, puis voilà, fait que c'est un album où on s'en est permis beaucoup musicalement, puis qu'on s'est pas trop soucié de qu'est-ce qui allait passer ou pas. Voilà. Moi, tu sais, en trame de fond de l'album, on sent beaucoup cette espèce d'éco-anxiété-là que tout le monde a. Tu sais, je veux dire, on s'informe des nouvelles, là, t'entends parler d'une famine en Inde avec, tu sais, on les voit les signes de cette fin du monde-là écologique, disons. Puis je trouve que ton album, il reflète bien la manière que nous autres on le vit, c'est-à-dire que, tu sais, on vit tout ça, mais dans les quartiers d'Hochelag. Tu sais, c'est dans notre quotidien, on le sent pas vraiment, mais on le sait que ça se passe. Là, tu marches, puis en même temps, dans Hochelag, il y a toute cette misère-là de mêler à des tours à condo, là, ça fait une espèce de méli-mélo bien fucked up à dealer avec. Ouais, puis au quotidien, on a envie des contre-coups des changements climatiques, mais c'est juste difficile à chaque fois de dire bon, ça a-tu rapport, bon, il se neige, ça a-tu rapport avec les changements climatiques, mais on a envie quand même à tous les jours, puis voilà, puis les inondations au Québec l'année passée, c'était clairement probablement lié à ça, là. Puis bon, en Abitibi, il y avait neigé il y avait jamais autant neigé de mémoire d'homme.
Puis voilà, c'est aussitôt là qui s'est ramassé dans les eaux des Outaouais. Puis il y a un sentiment de fin du monde, là. Je pense, je peux pas croire que je suis le seul qui le ressent, là. Mais je pense que je suis le seul qui le ressent. Quelque chose, là, on dirait que ça alimente les nihilismes ambiants, là, mais quelque chose, on sent, là, dans 100 ans, c'est comme fini, là. Ouais. c'est ça, c'est vraiment difficile. Je sais pas, je veux des enfants, puis je suis en même temps, hey boy, je sais pas, on a-tu le droit? Mais ben honnêtement, moi, c'est ce qui est fucké dans cet album-là, c'est que l'éco-anxiété, moi, je la ressens pas. Peut-être que je prends trop de médication tous les jours, mais je ressens pas l'éco-anxiété que je devrais ressentir, même si, bon, je m'informe un peu, tu sais. Puis c'était beaucoup, les réflexions de l'album sont beaucoup en réponse à l'éco-anxiété de ma blonde, qui freakait vraiment out pendant un bon bout, avec raison. Puis je pense qu'on devrait tous freaker out, mais je sais pas trop, j'essaie en chanson de répondre à ces éco-anxiétés. J'ai répondu avec un épisode. C'est ça, je pousse peut-être ça un peu trop loin dans mon analyse de la chose, mais si tu sais, on parle de l'apocalypse générale, globale, mais tu sais, je me trompe-tu, il y a aussi des petits apocalypses personnels dans l'album, puis que c'est pas un peu ça le déclencheur de l'album, tu sais, si tu prends ta tune Barré de Toronto, tu sais, ça c'est un peu une chicane en voyage, là, tu sais, ça s'obstine un peu en voyage, puis ça, puis on dirait qu'après ça, la tatoune le lit, tu sais, c'est comme le début de l'apocalypse, puis je l'ai vu comme, ok, c'est un petit apocalypse personnel que tu transposes peut-être en rapport avec l'apocalypse réel qui nous entoure. Y a-tu de ça un peu? Il y a tout à fait comme des chansons d'amour que j'ai ramassées dans l'album, puis que je leur ai donné une touche d'apocalypse personnel, mais aussi, en fait, Barré de Toronto, en studio, mon boss, pour essayer de la faire fitter sur l'album, parce que c'est une tune qui avait été écrite avant le concept de l'album. Pourquoi c'est une tune de déménagement dans le fond là, ça dit bon qui c'est qui va aller chercher le truck, qui c'est qui va peinturer les portes. Puis c'est devenu pourquoi ça devient pas comme une tune de déménagement de planète, comme si les humains s'en allaient puis changeaient de planète. Fait que c'est pour ça qu'au début de la tune t'entends une espèce de son extraterrestre, Stranger Things un peu. Voilà. Quelle tune ça? Le Barré de Toronto. J'ai mal compris. Barré de Toronto. C'est ça. Fait qu'il y a plein de petites métaphores comme bien personnelles. Je sais pas à quel point l'album se tient, parce qu'il y a un ramassis de tunes qui ont été écrites pour le concept de l'album, puis il y a des tunes qui ont été écrites, qui ont été ramassées. Moi, je trouvais quasiment qu'il y avait, je me suis demandé s'il y avait pas un souci de presque une histoire, là, entre guillemets, là, tu sais, parce que justement, ça s'introduit tranquillement, puis, tu sais, t'as le point culminant, là, avec, Tape électrique, tu sais, l'espèce de délire apocalyptique, de zombies, tu sais, d'une brutalité, là, tu sais. En tout cas, j'ai senti, il y a une bonne courbe dramatique, on dirait, dans l'album, puis je me demandais si c'était conscient ou si ça a bien à donner. En fait, on a construit de quoi, tu sais, j'ai décidé assez rapidement d'avoir des interventions poétiques sur l'album, puis j'ai entendu la voix de Pierre Lebeau un moment donné dans ma tête, puis voilà, on a travaillé avec Pierre Lebeau, c'était une expérience en soi. Comment il va? Parce que je sais que, tu sais, il y a sa santé, il y a quelques années, en tout cas. J'ai pas tout suivi ses états de santé, mais non, il va bien. Cool. Il fait de l'asthme depuis que 6 ans. Fait qu'il respire. C'est ça. Il fume 2 paquets par jour. C'est un gars qui vit avec l'asthme, puis fait qu'il respire crissement fort. Mais tu sais, il y a une voix incroyable. On a ouvert les micros de l'autre bord de la boot, puis de notre côté, on avait les subs. Il pourrait jouer Séraphin, ce gars-là. Il pourrait jouer. Il devrait. C'est incroyable. Mais je suis comme curieux de comment ça s'est fait aller chercher Pierre. Tu sais, je sais que il écrit à son agent ou whatever. Ouais, ben c'était vrai de ça. Lui, il te connaissait-tu? Comment ça s'est fait qu'il embarque dans cette trip-là? Lui, il m'a dit une fois, parce que lui, j'avais juste demandé pointe-toi en studio, puis genre, j'étais sûr que ça allait marcher, qu'il vienne juste lire les trucs, that's it. Puis il a vraiment insisté à ce qu'on se rencontre dans un café, puis qu'on placote du projet, puis ça. Café. Puis non, mais il est vraiment, premièrement, il est super gentil. Il est super ponctuel, tu sais, des fois quand on entend quelqu'un qui parle rauque, on se dit qu'ils sont tout croches. Par exemple, des acteurs, c'est discipliné. Non, mais j'ai souvent ça, il doit arriver en retard, ce gars-là, parce qu'il, je sais pas, il parle grave. Mais Pierre Lebeau il est super ponctuel, comme il t'appelle s'il est 5 minutes en retard. Je m'excuse, Philippe, je te dis un peu en retard. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. D'accord, excuse-moi. C'était ton gérant de paradis. Non, Pierre, c'est ça. Pour répondre à ta question, Maxime, on est
Ouais, j'ai entendu sa voix sur les textes que j'avais, fait que c'est vraiment d'agence à agence, là. J'ai écrit mon label, vous êtes-tu game d'approcher Pierre Lebeau? Puis il a voulu, puis l'anecdote fucking drôle, c'est que il est venu en studio, écouter le truc, après ça on allait prendre un café ensemble, puis ça c'est pas drôle, mais ce qui s'en vient est fucking drôle. Puis bon, c'est ça, on l'a invité à écouter une couple de tonnes en studio, sans y dire rien, puis après ça on commence à marcher vers le café, puis il me dit là Louis-Philippe, est-ce que je peux être très honnête avec toi? Ouais, on a du feedback de Lebeau. Ouais, j'avais vraiment peur. Puis il dit là je vais te le dire, ton soundman, je sais pas c'est qui, mais ça marche pas là on n'entend pas la voix, on n'entend pas rien, mais là moi tout le long j'étais comme non mais Pierre, on a oublié de te dire, on a rien mixé là, on est comme en studio depuis 2-3 jours. Puis c'était vraiment tout croche qu'on lui présentait, puis il était vraiment fâché que ça allait. Puis bon, au final ça a pris comme une twist pour que je le convainque que ça allait sonner mieux. Puis non mais il a embarqué ces gars-là, qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà, puis mais il a embarqué dans le projet jusqu'au final. Il est même venu faire les lectures au lancement d'album au Café Cléopâtre. J'étais là d'ailleurs 2 semaines. Ouais, t'étais là. Oui, je t'ai vu, la moustache. Là. Ben ouais, puis pour revenir sur Pierre Lebeau, là, moi je l'ai trouvé intimidant. Il se promenait dans le bar avant le début du show, puis il portait comme une espèce de t-shirt noir ample. Tu sais en tout cas, avec des skinny jeans noirs, puis il avait comme une tuque noire sur la tête, il était juste habillé de noir. Puis c'est ça, j'étais comme tabarnak, on dirait genre justement un vieux punk qui se tient genre je sais pas où, là, au Café K.O., là, au bistrot de Paris. Puis j'étais comme man, il était super intimidant, mais finalement il avait l'air très fin là. Ah là, il est super gentil. Mais en fait, il préférait être dans la salle. Ouais. Parce que il a confié mon trompettiste, je pense. Mon trompettiste disait on va tout être en haut si tu veux venir juste avant le show. Il dit non. Parce que faut dire que les loges au Café Cléopâtre au 2e sont dégueulasses. Ils sont parfaites, sont super le fun, mais sont dégueulasses. Puis il dit non, je vais pas en haut, ça me déprime. On a fait un show avec les Picbois là, puis c'était les loges sont collantes. C'est le tapis le plus déprimant que j'ai rencontré dans toute ma vie. Ben moi, il préférait être en bas. J'ai hésité à aller à ton lancement parce que quand on a fait le show là, j'ai eu des problèmes respiratoires. Je toussais. Ah ouais, puis j'ai toussé comme 1 heure après être sorti de là parce qu'il y a quoi dans. Mais là, finalement, je pense que c'était peut-être dans les loges que ça avait fait ça. Mais dans la salle, c'était correct, là. Ah non, j'ai pas eu de problème de corps. Fait que je me dis Pierre avec son asthme. C'est une belle. C'est vraiment une belle salle, le 2e du Café Cléopâtre. C'est le stage est formidable. Non, en tant que tel, la salle est très belle. Ouais, c'est ça. Juste peut-être un petit problème de célébrité, mais on s'en plaindra pas, évidemment. Non. Un album concept en 2019, ça existe encore? Ça a l'air. Est-ce que tu ressens une pression quand tu le fais sur scène? Comment tu fais pour transposer ça sur scène par la suite? Ben là, on a juste fait la tournée de lancement, donc courte tournée Montréal puis chez nous à Rouyn-Noranda. On a décidé de faire quand je dis 11, c'est tout le temps moins dans le fond là. Je sens comme si j'ai une grosse calice d'équipe qui me dit quoi faire. Mais on est là, nous. Je sais pas trop. Là. Vous êtes là. Fans. Mais j'ai décidé de faire l'album au complet de A à Z. Même qu'à Rouen, on a utilisé la voix de Pierre. Ah ouais. En voix off. Ça marchait quand même bien, je pense. Puis bon, après ça va être le restant de la tournée, ça va être d'essayer de faire un spectacle complet avec ça, puis en choisissant les tunes qu'on garde dans le show. On prend quelques tunes pêle-mêle avec les anciennes tunes. Ouais, mais on a déjà commencé à faire des versions tropicales de vieilles tunes comme branche à saucisse. Fait que le vieux stock s'adapte au nouveau stock. J'espérais que tu nommes branche à saucisse. Ouais, branche à saucisse est revenu. Tropical, c'est le fun en esti. Ouais. Ah, quand même, on s'entend ça. Ben, on va y aller avec une petite chanson, Louis-Philippe, qu'est-ce que tu penses? Okay. Il y avait les Schtroumpfs, mais t'es pas obligé. Les Schtroumpfs, j'ai pas eu le temps de checker à ok, bon, on n'ira pas avec les Schtroumpfs. Mais c'est tout du petit Pékin, là. Non, je pense pas que ça va être. Je vais l'écouter dans une pause. T'es-tu game de le faire? Ok. Ça va être ça. On est l'émission pour ça. Non, mais c'est un bon challenge. Mais Maxime, faut que tu m'aides un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté les Schtroumpfs. C'est la Schtroumpf. Ah oui, ok. On va pas. La Schtroumpf, viens jouer en cœur. La Schtroumpf, ça portera bonheur. Pour être heureux, ne te laisse pas abattre, c'est pas compliqué.
Pour être heureux quand garde, il suffit de schtroumpfer. La 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 schtroumpf la la. La 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 schtroumpf la la. OK. Oh, ça c'était un très beau moment de podcast, je pense. à sa manière. La prochaine fois, est-ce que vous allez repasser cet extrait-là? Ouais, dans 6 ans, à Radio-Canada. Dans 6 ans, quand Mike Ward va se faire poursuivre quelqu'un d'autre. Mais sinon, on peut y aller maintenant avec une chanson de ton album. Je vais faire la chanson de Noël de mon album, qui s'appelle 2 pouces. Ah. J'ai 2 pouces, 2 index, 2 mains douces, Tyrannosaure Rex, y'a de l'eau tout autour de toi. J'ai un maillot, t'as plus vraiment le choix. Si tu plonges dans la vie, il va faire si froid. Si tu plonges dans la mort, ben là, c'est beaucoup trop froid. Allons nous baigner, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ou pas. Il me reste 2 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. 2 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. 2 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. 2 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. T'as pas un shaker, Maxime? Non. J'ai 2 pouces, 2 majeurs, plusieurs parties du corps et un brontosaure. Y'a de l'eau dans ta tête. T'as un maillot, et on va se le dire, t'as l'air un peu bête. Si tu plonges dans la vie, il va faire si froid. Si tu plonges dans la mort, ben là c'est frais dans ta barnaque. Allons nous baigner, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ou pas. Et là, Maxime, et moi, et Mathieu, et Julien, on était tous là, à la plage, d'Oka. Et bon, tout allait bien, les gens se baignaient, et comme ça, et on s'est dit, pourquoi pas. On enlève tout. C'est vrai. On est allé, mais bon, c'était dans le mois de novembre. Voilà, on est resté. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. 2 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. 2 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. 2 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. Il me reste 3 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. 4 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. 5 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. 6 pouces de bisoune pour te dire je t'aime. Feliz Navidad. Ah oui. Youhou! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas and happy fin du monde. Louis-Philippe Gingras, merci beaucoup. C'est peut-être la meilleure performance live qu'on a eue. Assurément. En 420 épisodes. Ben, il y avait une ascension avec la tune des Schtroumpfs. Oui, c'est ça. On était lubrifiés. Ça aussi, exact. Une bonne rampe de lancement. Philippe, excuse-moi de périser le momentum. On a un appel. Décidérez. Oui, je veux juste vous dire, je suis le père de Louis-Philippe, mais le Schtroumpfasseur. Salut, papa. Et il pleure de joie en ce moment. Il est très content. Mais mon père, il pleure souvent.
Puis je suis très content parce que aujourd'hui je lui annonce que je divorce de sa mère. Et c'est un bon buffer. C'est super. Mais non, pas, je le savais déjà, ça fait 6 ans que t'es séparé de ma mère. Je pense qu'il veut dire qu'il est le père du gars qui a appelé tantôt. Qui s'appelait aussi Louis-Philippe. Ton père à toi? Non. Non. Pas ton père à toi, là. Ah, ok. Ah oui, le père de Louis-Philippe. D'accord, je comprends. Ben écoute, ça veut dire qu'on pourrait faire l'amour. Vous deux ou? Oui. Nous deux ou avec ton fils? Avec mon fils, avec toi. Okay. Ah, ok, super. Ben, c'est ça t'adonne. Moi, je suis pas mal chargé en décembre. Je suis très chargé. Je crois d'ailleurs que vous êtes avec le père de Louis-Philippe Gingras. C'est exact? Oui. Pouvez-vous nous passer au bout du fil, s'il vous plaît? Pardon? Nous passer le père de Louis-Philippe Gingras au bout du fil, là. Oui, bonjour. Salut, père. C'est Guy. Hey, je suis bien fier de mon fils. Ah, je comprends. Hey, c'est rare que tu dis ça, père. Ben là, je te dis, là. On est à la pêche. Ok, ça là, je vais faire l'amour avec ton fils. Mais c'est pas vrai. Ah non, c'est mon père. Je sais plus. Ben, merci beaucoup, messieurs. On va arrêter ça, cette conversation-là. Merci, messieurs. Bye. Salut, Guy. Au revoir. Ton père s'appelle-tu Guy? Ouais. Mon père s'appelle Guy. Ah, c'est fou, on est pareil. Ben, vous avez tout en commun. Écoute, pareil. On a des différentes questions. D'abord, il y a Israël Truel-Denis qui demande... qui raconte la fois qu'il a gagné 1000$ puis que je l'ai fait pleurer. Ah, ok, moi je pensais qu'elle allait me reposer parce qu'à chaque fois que je t'en onde en quelque part, à Choc FM, il me demande une autre anecdote. Mais c'est long cette histoire-là, Zab. Il nous reste 25 minutes de jeu. Bon, c'est l'histoire qui est à l'origine. Tiens, je vais compter juste des bouts de cette anecdote-là. Mais c'est à l'origine de la tune Hôtel Continental qui est sur mon premier album. Hôtel Continental. Fait que, en fait, la musique, là, mais dans cette tune-là, il y a le mot pleurir que Elsa est en train de c'est ça, de dire le mot pleurir, c'est que un moment donné, le lendemain en fait de cette énorme soirée-là au Frima, je pense que c'était la 2e édition du Frima, moi j'avais gagné 1000$ parce que j'étais le 2e, j'avais gagné le 2e prix du meilleur. Le premier c'était 100 000. C'était c'était 1000$. Puis fait que j'étais riche, puis parti à Ballon, on a dormi à l'hôtel Continental. Zay essayait de faire rire une fille 100 fois, quelque chose, ou 82 fois, je me rappelle plus. Puis s'il réussissait 82 fois, il pouvait avoir un French, puis je pense que la fille s'est endormie à genre 56. Mais quand même. Pas endormie. C'est ça. 56 jokes. C'est encore plus insultant que si à part, mettons. Non, il est vraiment allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait donner. Puis c'est un étalon, le jeune c'est un jeune étalon, puis moi je me réveille de ça encore avec ma cravate puis mon seau de la veille. Puis je m'en vais dans la rue, puis là je trouve Félix Desfossés qui avait dormi dans la van, puis je reviens, je trouve Israël qui est comme complètement perdu dans la rue. Il y avait aussi un caca autochtone sur le bord de la rue, ça c'est important de le mentionner dans l'anecdote. Les matins de Val-d'Or, les matins de Val-d'Or. Puis matin de Val-d'Or, c'est mardi. Puis on est allé on retourné à l'hôtel Continental pour déjeuner parce que c'est la seule place décente où on pouvait déjeuner. Puis notre serveur était vraiment albino comme dans la chanson. Puis on a commandé à déjeuner, puis là Za a commencé à nous raconter la fois qu'il s'était rasé la poche pour regagner le cœur de ma cousine, puis puis c'était rasé. Qui ta cousine là? Mélissa. Salut Mélissa. Ah ok, c'est ça. Ouais, là il me faudrait parler au monsieur tantôt. Bon, en tout cas on en reparlera plus tard. Puis bon, c'est ça, Zay il voulait vraiment regagner le cœur de ma cousine, puis il s'était rasé le scrotum au conseil de mon ami Benoît Poirier. Voilà, name dropping, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Je connais tous les personnages de l'histoire. C'est le fun, il y a personne d'autre qui les connaît autant que tous vous autres. Mais bon, tous ces personnages-là se ramassent à être dans... Non, il y a juste Isa puis ma cousine qui sont dans le lit, puis bon, Isa, il dit « Regarde qu'est-ce que j'ai fait pour ton amour » puis là, ma cousine est comme « T'es cave, esti, pourquoi t'as fait ça? » Puis elle l'a dompé, puis après ça, Isa, il disait qu'il y avait beaucoup de peine, il était en peine d'amour, puis ça y piquait.
Et savez-vous ce qui est le plus drôle? Savez-vous ce qui est le plus drôle? Là-dedans, c'est qu'on a raconté exactement la même anecdote il y a 3 ans. C'est ça, hein? Ah oui? Ah, je m'en souvenais pas. Et aussi, au début de l'émission, t'as fait la même métaphore de Plume la Traverse qui dessine des chansons. Fait que là-dessus, on est constant. Voyons donc. C'est bizarre, ça. C'est comme le temps est circulaire, les gars, je vous le dis. Je revenais sur Benoît Poirier dans cette histoire-là. Ouais. Lui, son chum se fait domper. Ouais. Puis là, il dit, hey, il est sur le bord de se faire domper. Okay. Ça va pas bien avec sa blonde, maintenant. Puis là, lui, il dit, hey, je sais comment raviver la flamme. Rase-toi la poche. Rase-toi le bikini. Sacrement de puis attends, il y a l'autre qui le fait, là. Il y a l'autre qui le fait. Il y a 2 niveaux, là. Semble-t-il que Zad, de ma mémoire, de ce que je connais de l'histoire, c'est que Zad avait dit non au début. Il dit, ben non, c'est pas une bonne idée. Tu n'es pas de bon conseil, Benoît. Puis ça brosse 2 jours plus tard. Le fait. On dirait une intrigue de Friends. Ouais, vraiment. Très Friends. Très Friends. Mais bon, c'est ça. Ça semble-t-il que ça a repoussé. Je pense que ça je présume que ça a repoussé. Ouais. Ouais. Quand on est devenus des bons amis, ça fait comme 5 ans, 6 ans peut-être, puis c'était comme post justement ces histoires-là, fait que c'était comme en dépression. Fait que c'était le fun. Ça nous a rejoint, j'imagine. On jouait au PlayStation, puis on jouait au Nintendo, puis c'était ça qu'on faisait. Mais t'as-tu vu la progression de son repoussage? Il m'a pas montré sa poche, pas récemment. Ben, j'ai déjà vu. Non, des photos, je peux pas croire. Oh, non, il s'est montré une en fait, il y avait un groupe Facebook des gens qui ont vu Israël nu. Ouais, ben j'aimerais ça, en fait, demande spéciale pour Israël la prochaine fois qu'il passe à l'émission. J'aimerais ça qu'il raconte la joke du quêteux. Ok. Je sais pas si t'as connais. Non. Je ne croirais pas. Non. Bon, tiens, Zad, tu compterais la joke du quêteur. C'est bon. C'est noté. La dernière fois, t'avais raconté la joke des siamoises aussi, qui était une très bonne joke. Vous aviez vraiment besoin de temps. Non. C'était un bon moment. C'était un beau moment. En tout cas, on s'excuse auprès des gens qu'on a raconté la même anecdote 2 fois. Si vous avez réécouté l'épisode pour vous mettre dedans. Non, mais je voulais le dire au début, puis là, quand t'as dit que c'était long, je trouvais ça plus drôle de pas le dire. C'est très long, cette affaire. Non, je sais pas. Moi, il y a 420 épisodes. Ben oui, voilà. On va y aller avec des questions du public un peu. Alors, on essaie d'en trouver des bonnes. Sont toutes mauvaises, sont toutes à chier. Ah, pendant que tu cherches, dans 2 pouces, t'as pas fait la fin où il parle du poulicroc. C'est quoi le poulicroc? J'ai pas fait mais justement, là, ça devient une chanson de Noël, ce qui est quand même pratique en spectacle de faire des chansons de Noël. Mais dans l'album, ça dit, c'est comme une danse qui fait le poulicroc. Le poulicroc. Le poulicroc, c'est devenu un running gag de tournée avec Maxime Rouleau, qui est mon DT quand on est allé en Europe. Le poulicroc, c'est comme un bâton de poulet belge. Okay. Il y a plein de cabanes à patates dans les coins de rue, puis il y a plein de bouffe vraiment très belge fast food, comme la fricandelle. La fricandelle. C'est délicieux. Il y a beaucoup de mots valises dans leur. Le poulicroc, c'est je sais pas le mot poulie vient de quoi, parce qu'il y a rien. C'est poulet. Ouais, c'est ça. Poulicroc, c'est le poulet. C'est ça. C'est du poulicroc. C'est du poulet croquant, mais c'est comme un long bâtonnet de poulet très croustillant, très peu intéressant comme truc, mais c'est comme devenu une danse. Poulicroc. C'est ça, c'est le poulicroc. C'est une danse. C'est devenu une danse. Ouais, c'est d'accord. Ça, je sais pas. Alors, Mike Tremblay demande, est-ce qu'il a communiqué dernièrement avec son père Cliff Burton via Ouija? Oui. Non, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à mon père Cliff. Ça, surtout, c'est une vraiment longue anecdote. Ah, mais c'est bon, par exemple. Ça, on n'avait pas parlé, je pense, la dernière fois. Vas-y. OK. Je sais pas si c'est trouvable. Je pense que ça n'a jamais été mis sur YouTube. Je pense que en cherchant dans les annales de ici Radio-Canada première, c'est possible de retrouver ce vidéo-là, qui est en fait, je vais le dire tout de suite, c'est un faux documentaire dans lequel je suis le fils de Cliff Burton, le bassiste de Metallica. Fait que c'est une vidéo qui a eu quand même pas mal de reach il y a peut-être 3 ans. Mais faut dire qu'il est vraiment bien fait. Là, super bien fait. La théorie est à 100% possible, tu sais. Non, c'est ça comme un peu ça a été fait déjà par des gens de Radio-Canada, tu sais. En fait, c'était l'émission de Patrick Masbourian. Puis bon, il y a Nabi, Alexandre, qui travaille là-dessus. Il y a Jean-Philippe Barry-Guerrard, qui ont en fait bâti une histoire basée sur la fausse rumeur que Metallica serait venu jouer à Baudry dans les années 80. Ah, c'est pas vrai, ça? Non, c'est ça, c'est juste même pas vrai, tu sais. C'est comme Godard en Abitibi.
Non, ça c'est vrai, par exemple. Non, ça c'est vrai, mais je veux dire, en tout cas, des personnalités, des Mitsuo Figuic, oui. Ouais, c'est ça. Oui. Mais il y a justement pas Metallica qui est venu jouer à Baudry en 83, selon la légende, et que des espèces de vieux séquelles se racontent comme s'il avait vraiment vécu ça à Baudry, mais c'est pas arrivé. Puis, mais c'est quand même une vraie rumeur, une vraie légende. Puis bon, c'est ça, ils ont ficelé l'histoire que Cliff Burton, après un show, après son show mythique à Vaudry, dans le sous-sol de l'église, aurait trouvé une chaude groupie qui l'aurait suivi dans une voiture et 9 mois plus tard serait apparu Louis-Philippe Gingras, puis là, c'est ça, là, dans le truc, je fais des recherches pour trouver mon père. Mais c'est maintenant sur la page de l'émission de Décideret. Allez voir mais pour vrai, ça vaut la peine. C'est vraiment là, bon. j'ai cassé le punch, mais genre, c'est ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on l'a fait live, on l'a présenté le truc live à Radio-Canada première, puis ça a été dit en ondes tout de suite que c'était pas vrai, tu sais, dès que le truc avait passé, Spurrier dit, ok, non, c'est pas vrai. Puis tout le monde comprenait parce que c'était live au cabaret de la dernière chance, puis il y avait vraiment ma vraie mère là, qui est pas dans le clip, puis tout le monde était, mon père était là, fait que tout le monde catchait dans la salle que c'était pas vrai. Puis le clip là, visuel est sorti comme 2-3 jours plus tard. Puis là, c'est là que c'est devenu big parce qu'il y a plein de monde qui me connaissait pas. Puis en fait, le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissaient, même de mes chums de Montréal, mais qui avaient jamais rencontré ma mère. Puis ça a l'air crédible. Ben oui. C'est une femme que je connais, fait que crissement drôle, fait que ouais, c'est ça, il y a comme plein de gens qui ont embarqué dans Patente bien plus que je pensais, ben de mes chums de Montréal que j'ai tenus en poisson vraiment longtemps. Moi, la première fois que je l'ai écouté, je le savais pas, puis j'étais comme c'est ben fucked up ça. C'est vrai, tu y as cru, ok. Ben, premier réflexe, après ça, aussitôt que tu cherches un peu, mais mon premier réflexe, ça a été tu sais, ça se fait malade. Ben, c'est ça qui est fucké de regarder des vidéos de faux documentaires, c'est quand tu sais pas, tu sais, quand tu le regardes dans par exemple au festival du documentaire à Rouen, ben là tu vois des films, tu sais que c'est pas vrai, fait que t'embarques, tu trouves ça drôle, mais si on te présente ça juste comme ça, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que les gens sont cons, c'est juste non, si on te connaît pas à chaque fois comme les sources, on se fait présenter une vidéo qui a l'air assez crédible avec le tag de Radio-Canada, tu vas pas voir les sources puis checker dans les petites affaires. Mais même le sachant, tu sais, pour moi, j'ai écouté, mettons, un Spinal Tap, évidemment, sachant que c'était un faux documentaire, mais tu sais, moi, je l'apprécie à 100% quand même, même sachant le but en arrière de ça. Ben, à l'époque, il y a plein de gens qui pensaient que Spinal Tap, c'était un vrai film. Il y a eu des followers au band Spinal Tap, puis ils ont continué la joke pendant quand même assez longtemps. Mais voilà. Ben voilà, t'as répondu à la question. Merci Cliff Burton. Mais non, je peux continuer là-dessus parce que parce que ça aurait pu aller vraiment plus loin cette affaire-là. Jusqu'à Metallica. J'avais mon lien avec Metallica, c'est qu'à un moment donné, bon là, pendant une semaine et demie, moi puis genre on s'était fait un petit groupe Facebook de gens qui allaient commenter sur cette affaire-là, puis on savait tout en cachette que c'était pas vrai, mais on alimentait cette affaire-là. Puis il y avait même ici Radio-Canada qui embarquait parce que c'était Éric Sanson qui était derrière ici, genre le Facebook d'ici première. Fait qu'il lâchait des pins en faisant attention quand même à sa rectitude politique. Fait qu'on était comme une gang à pousser la joke. Puis là, à un moment donné, il se met à voir comme en commentaire plein de photos de mon grand-père, genre le père de Cliff Burton qui est encore en vie, qui pop genre, puis il est comme j'ai un lien avec la famille Burton, genre puis là je check c'est qui genre qui écrit ça, c'est Steve Nadon. Je salue Steve, je pense pas que tu t'écoutes cette citation, mais il doit sûrement écouter du Metallica. C'est un gars qui n'écoute que du Metallica, avec qui j'ai travaillé dans une fruiterie sur Mont-Royal il y a plusieurs années. Non, il habite à Montréal quelque part là. Puis bon, Steve, il commence à m'écrire en privé. Il dit salut Louis. Moi, je suis comme salut Steve. Ça fait comme 3 ans que je t'ai pas vu. Il dit ouais, c'est malade cette histoire-là, man. Genre, si tu veux vraiment comme continuer tes recherches, voici, je suis ami Facebook avec Connie Burton, la sœur de Cliff Burton, ta tante. Oh shit, ta tante. Puis genre, il m'a pitché genre le friend request page de Connie Burton. Puis là, j'étais comme à un clic de comme niaiser mais là je suis comme non mais je vois pas là, c'est quand j'ai réalisé ok il y a quand même un dude mort, il y a un vrai deuil dans l'histoire, fait que j'ai comme arrêté là.
mais ça aurait pu être mon claim to fame. On jase, ça. Es-tu un fan de Metallica? Fuck all, genre vraiment. J'aime vraiment. C'est bon, Metallica, c'est correct. Ben, moi, j'ai jamais. J'ai écouté ça en secondaire 4-5 parce que tout le monde en jouait à Git, là. Fait que je comme joué un petit peu à Git quand j'étais au secondaire 4-5 avec mes chums, mais non, j'ai jamais été grand fan, même que quand que Masbourian m'a proposé ce truc-là. Il me disait, ben, tu serais comme le fils à Cliff Burton, puis je savais même pas c'était lequel Burton, tu sais. Alors, ben, j'ai quand même découvert un bon musicien, parce que pour vrai, c'est un assez bon bassiste, Cliff Burton, puis je me suis mis à écouter comme plein de vidéos live de moi, je suis pas fan de Metallica, puis des fois, je vais me taper des trucs live de Cliff Burton. Ah ouais, des solos de bassiste. Ah ouais. Il y avait vraiment un charisme, là, débile mental, là. Puis le fait qu'il soit mort jeune, ça l'a rendu. Bah, ça ajoute à la légende. C'est ça, voilà. Sûr, évidemment. Alors, à ce moment-là, si t'es pas un fan de Metallica, quelles sont plutôt tes influences musicales? Mais, c'est une question classique, mais c'est le fun. C'est classique. Mais c'est le fun comme question. Ouais, ça se promène beaucoup. Ben, tiens, en fait, je pourrais comme dire, les classiques, là, de trucs que j'ai écouté beaucoup de Plume quand j'étais jeune. Ah oui. Mais, là, récemment, j'ai écouté, puis surtout pendant la production de l'album, j'ai écouté un paquet de trucs, du Sud, donc, du Brésil, puis là, mon gros trip, justement, c'est la musique brésilienne, et j'ai découvert dans un disquaire à Toronto en fin de semaine, Monsieur Orlando Divo. Mais je connais pas ça, c'est moi. vraiment bon. On pourrait peut-être en mettre plus tard dans l'émission. Je vais aller en chercher pendant que tu parles. Orlando. Je vais t'en trouver. O-R-L-A-N-D-I-V. O-R-L-A-N-D-I-V-O. D-I-V-O. Enter. Ça devrait avoir là, je vois pas quel album que t'as, là, mais. Ah, ben, moi-même, je le vois pas. C'est pas grave. Mais, mon gros trip, là, en fait, son nom s'écrit de deux façons. Au début de sa carrière, c'était O-R-L-A-N-N, espace Divo. Puis voilà, mais je commence vraiment de se pris sur la musique brésilienne. Ben, alors, t'as peu, là, je pense juste on va essayer de. J'espère que j'ai la bonne affaire, là. Ça? Ouais, c'est exactement ça. Yeah. C'est crissement ça. Là, t'as acheté ça dans un disquaire à Toronto? Ouais, j'étais allé à Toronto. Ben, tu vois, c'est bon. Là, ça vient de changer le mood. Ben, tu vois, on ressent ça dans ton album un peu quand même. Il y a quelque chose de ça. Ça donne envie de boire du rhum. Ben, ça, c'est mon prochain album, là. C'est genre, je veux vraiment être dans cette vibe-là. Ah ouais? Ouais. Ça va être une guerre intergalactique. Ouais. Avec sur du ska. Ouais, donc, je suis allé me promener à Toronto pour triper pendant une semaine. Finalement, j'ai pas de temps à triper. OK. Tu j'en parle ou t'as quelque chose d'autre à dire? Non, vas-y. Ok. Ouais, j'étais allé à Toronto pour essayer d'écrire des tunes dans le but de faire un autre album bientôt. Puis j'ai trouvé un Airbnb au 2e étage d'un bar de musique du monde. Là, je savais pas trop, là. Je me suis rendu là, puis là, il y avait vraiment un band cubain qui jouait en dessous de ma chambre. Là, j'étais aux Oiseaux. Maxime, je tripais raide. C'est ça. Mon lit vibrait, là, la musique des Caraïbes, là. Et voilà. Oh, c'est une belle image. Oui, je me suis amené une petite flasque de rhum. Puis après 6 jours, j'étais un petit peu tanné là, c'était pas tout le temps cubain, c'était pas tout le temps le flamenco, moi j'embarque moins là. Fait que le flamenco à 1h du matin, mes fesses c'était comme moins le fun. Fait que j'ai vraiment mal dormi pendant une semaine à Toronto, puis j'ai pas écrit tant de touches. Non, c'est ça. C'est pas grave. Guy Sincère va d'une question quand même pertinente. Comment procèdes-tu pour trouver l'esthétique de tes clips et qu'est-ce qui t'inspire? J'ai pas fait une tonne de clips, mais quand j'en fais, ça a été bien différent d'une fois à l'autre. Peut-être qu'on parle de Apocalypso qui est sorti à la fin de l'été. Le clip a été fait par Cassandre Emmanuel et l'inspiration de ce clip-là vient de moi, puis après ça, tout le reste du clip, c'est tout elle qui a fait. J'étais même pas là au tournage. Mais ça vient du clip de Mr. Bean qui cherche qui joue avec la crèche de Noël. Donc ton influence c'est Mr. Bean. Oui, ben dans ce vidéoclip là, ouais. Il amène des robots là. Ouais, il est dans le magasin, il joue avec la crèche. Il y a un hélicoptère qui amène Jésus. Ouais, puis le gag c'est que c'est Joseph et Marie qui disent chut à tout le monde dans la crèche parce que Jésus il dort. Oui, c'est vrai. Puis là il arrive comme un autre, il arrive des moutons. Puis là il arrive c'est un dinosaure.
C'est bon, Chris Disturbing. Ben oui, c'est bien. Fait que là, j'ai garoché ça à une réalisatrice amie, Cassandre, puis je dis, comme je sais qu'on a pas beaucoup de temps, t'es-tu game de faire de quoi avec ça, comme raconter l'apocalypse, mais avec des marionnettes. Finalement, il est parti dans une espèce de buzz, est allé dans le désert. Ouais, c'est allé comme plus loin que le Flash original. Ouais, allez voir le clip, pour vrai, il est très bon. Ben oui, Mathieu partage juste la page. Tu sens encore la nécessité. Ok, d'accord. Tu sens encore la nécessité de faire des clips ou parce que c'est le fun les clips. Je pense que de plus en plus, c'est comme parce que il y a de moins en moins de subventions pour les clips. Puis il y a de plus en plus de demandes pour les clips. Tu sais, les gens me parlent souvent plus de mes clips que de mes tours en tant que tel. Fait que je pense qu'il faut continuer à en faire. C'est juste qu'il faut trouver du cash pour en faire parce que ça coûte cher. Tu sais, il y a comme du monde à payer là-dedans. Puis les gens qui se dévouent à faire des clips, souvent la plupart des réalisateurs se payent même pas eux-mêmes. Fait que c'est vraiment un monde difficile. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même une nécessité encore, comme le dernier clip des Carrés Fringants, il y a 2 millions de vues sur YouTube. Puis je l'ai même pas vu. Comment ça s'appelle? L'Amérique pleure. Ouais, c'est ça. L'Amérique pleure. L'Amérique pleure, puis c'est une affaire de karaoké, puis c'est correct, c'est efficace. Ça va très bien, l'Amérique. C'est qui ces astiales-là? Mais tu sais, le clip, il y a 2 millions de vues, puis il y a encore... Il n'y aurait pas eu 2 millions de personnes qui l'auraient écouté à Musique Plus. Fait qu'il y a encore une vie pour ça quand même. Là. Puis c'est le fun de mettre ces chansons en image aussi, j'imagine. Oui, puis je pense que ça indique... C'est bête, là. Je pense que ça indique c'est quoi ton single. Tu sais, on dirait que c'est la porte d'entrée vers ton album. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu plate que ce soit juste ça. Moi, j'ai le goût de faire des clips sur toutes mes tunes. Mais c'est ça, à un moment donné, c'est les fonds qui manquent. Puis on a, tu sais, des fois, t'essaies de faire quelque chose low-fi. Ça peut être cool, mais... Moi, j'ai tourné un clip cet été, c'est à Côte-Nord, entre chum, puis on est arrivé, puis c'est mon frère Martin qui fait qui fait mon montage de chaque clip que je fais. Puis Martin il a dit man c'est pas bon ce que vous avez fait. Puis on l'a Martin. Il a bien fait parce que je l'ai réécouté le pré-montage qu'on avait puis c'était pas très bon. Puis finalement on a fait un teaser avec ça. Puis fait que c'est ça, c'est difficile de faire des trucs avec vraiment comme pas de budget. Des fois c'est drôle, pas de budget, mais tu sais. Il nous reste 5 minutes. Ah non, moi, mais là toi t'avais des affaires à parler. Non, moi je sais que Julien il aimerait bien ça t'entendre parler de ton ami qui fait des voix de jeux vidéo qu'on entend sur l'album qui fait des voix de zombies. Si on peut mettre un extrait ouais, ben tu sais, je vais expliquer c'est quoi le truc, ça va te laisser le temps. La tune c'est Tape électrique. Oui. Je l'ai devant moi, c'est bon. Ouais, ok. Bon, Tape électrique, genre cette chanson-là, on pourrait finir avec ça. Cette tune-là, bon, il y a des zombies qui se promènent là-dedans, c'est des techs qui deviennent des zombies. Puis j'ai fait appel à mon ami Sébastien Croteau, qui est chanteur dans le groupe Necrotic Mutation et qui fait de la tournée avec un band aux States là, que j'ai oublié le nom, mais bref c'est un chanteur de métal. Korn, ouais, c'est ça. Puis mais Seb il gagne sa vie, man. Assassin's Creed, bon c'est ça, c'est là qu'on va revenir à la boucle du début. C'est une boucle, voilà. Wow. Lui il fait des voix dans des jeux vidéo. Il voyage dans le temps aussi, fait que. Puis tu sais dans Assassin's Creed 2, genre t'es en Italie là. Oui. Okay, bon, ouais, il y a le pape qui joue par Manuel Tadros. Ouais, bon ben non mais le garde qui s'étouffe quand tu l'empoisonnes. Oui. C'est Sébastien Croteau. Leur place. C'est ça. Ben c'est ça. Non mais tu peux comme il y a un trick dans le jeu que tu peux comme piquer un garde avec un poison puis là il s'étouffe puis là tu peux pitcher de l'argent à terre puis il se met. T'as jamais fait ce truc là? Ben tu peux toujours faire ça dans le jeu. Tu peux pitcher de l'argent à terre mais là il y a du monde qui se met à courir autour de toi. Ouais. Puis là si tu piques en même temps un garde puis qu'il se met à virer fou parce que ça le garde il se met à virer fou puis il pitche son épée partout, mais là si tu combines ces deux tricks là tu peux tuer plein de monde. Avec le garde. Puis fait qu'on est devenus amis parce qu'il m'a raconté qu'il faisait ça dans la vie, des voix de jeux vidéo. Puis j'ai dit man, il dit, qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit qu'il faisait le garde qui s'étouffe, puis on est devenus chum. Puis maintenant c'est ça, il fait du casting pour des boîtes de jeux vidéo. Il y a comme son armée de chanteurs métal. Puis voilà, fait qu'il fait, c'est Sébastien Croteau, vraiment un connaisseur des cordes vocales. Qui fait les sons de zombies sur j'ai pas bien, c'est quoi le lien entre lui et la chanson Tape électrique? C'est lui qui fait les sons de zombies. Ok. Comme il y a des cordes de zombies là-dedans là, qui sont comme plus ou moins subtils, mais c'est puis call le tape électrique. Puis c'est mais je suis pas capable de le faire. Mais ça là est rough quand même. On va en écouter un extrait. Voilà. Qui se trouve aussi dans le dernier album de Louis-Philippe. Ben bonne. Il faut l'écouter jusqu'à temps qu'il y ait un bout de zombies, ce sera pas long. T'as fait capoter Normand Brathwaite avec ce tune-là aussi. Ouais, on peut le dire pendant que ça joue. Oh, on peut voir. Ouais, à Belle et Bonne, c'est Normand qui fait les sons de zombies.
Ah oui? Ah, puis là, il y a un clip vidéo, là, Normand, il pète sa coche, c'est vraiment beau à voir, là. Il y a un moment de délire. Tu me disais avant le show qu'il y a eu un moment, vous avez un moment ensemble. Ouais, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. On fait du trash en rond sur sa scène de Vélébum. C'est beau. Ça s'en vient bientôt. Monte le son un petit peu. Monte le son, là. Tu retournes à la shop, hey, y'a pas un chat à shop. Mais tu regardes dehors de la shop, y'a tous tes collègues qui sont transformés en zombies. Leur bouche qui saigne, qui dégouline, disent rien que des noms de machines. Lego, feeder, 4 roues, l'herbe. Tu chèques dans ton backsack, t'as pas des sous tabarnak. Dans la poche de ton jacket, t'as tout le temps petite roulette. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta petite roulette noire? De thème électrique! Yes! C'est vraiment efficace. C'est clair, merci. Voilà, Louis-Philippe Gingras. Ah, merci, ton album, les boys. non, merci à toi. Ton album Tropical Apocalypse se trouve partout. Ah, il est bon, Chris, là-bas. Moi, je l'écoute beaucoup. Là. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à l'écouter. Vraiment, alors voilà. Je rappelle que c'était la meilleure prestation live qu'on a eue. Tout à fait. Ah bon, tabarnak, as-tu des shows qui s'en viennent? Oui, le 19 décembre à Montréal, pour Noël dans le parc. Je crois que c'est au Carré Émilie Gamelin. Ouais, c'est juste à côté d'ici. 19 décembre. Ouais. Ça, c'est gratuit, ça? Oui, c'est très gratuit. C'est très gratuit. Ouais. Vous pouvez mettre de l'alcool en dessous de votre manteau, tout ça. Oui, puis en vendre sur place, je pense qu'il y a du vin chaud, des affaires de même. Aussi, voilà. Oui, merci beaucoup, Philippe. Merci, merci Maxime, merci Mathieu, merci la Guy qui nous a appelé aussi. Oui. On se voit la semaine prochaine. Il reste 2-3 épisodes à la saison des Sidérés. Voilà, merci, bonsoir. Gros bisous. Mike Ward.